Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avanti Nice. On est très content de vous accueillir, d'autant plus que c'est la première victoire en championnat de l'OGC Nice cette saison. Un soulagement, je pense que c'est le mot qui va revenir le plus souvent dans ce podcast. L'OGC Nice s'est imposé sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy 2-1, une histoire de penalty, plus qu'une histoire de contenu, puisque là-dessus je pense qu'il y a encore à redire. Mais en tout cas, ça y est, on tient cette première victoire, ça fait du bien aux jambes et aux têtes. Juste avant le derby, on va revenir aussi évidemment sur les dernières heures du mercato. On enregistre à H-13 de la clôture, donc c'est possible que tout change dans la journée le temps que vous écoutiez ce numéro, mais on va au moins déjà revenir sur ce qui est officiel et avancé de ce côté-là. Pour parler de tout cela avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir Alric. Salut Alric, comment tu vas ? Salut Sky, salut à tous. Écoute, je suis content d'être avec vous, en plus pour débriefer la première victoire de la saison. Il y a beaucoup de choses à redire dans le contenu, on sera peut-être pas tous d'accord et c'est pour ça que c'est bien. Effectivement, et pour participer au débat et nous donner son avis sur la performance de l'OGC Nice, que ce soit hier soir sur la pelouse ou plus généralement sur le marché des transferts, c'est Jérémy qui nous accompagne également. Salut Jérémy, comment vas-tu ? Salut Sky, salut Eric et salut à tous. Écoute, je suis en pleine forme ce matin, très content de la victoire et de notre fin de mercato, donc j'ai hâte d'en parler. Eh ben, écoutez, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Commençons par le mercato. Pas mal de choses à dire, même si bon, je pense que si vous écoutez Avantinissa, vous êtes ultra connecté sur l'actualité du club. On n'a pas prétention à vous apprendre quoi que ce soit, mais faisons un petit bilan des mouvements. Commençons par les départs, notamment Calvin Stengs qui est prêté du côté d'Anvers au Royal Antwerp. C'est finalement un prêt sans option d'achat qui a été convenu avec le club belge. Une magnifique présentation qui a fait parler, puisque du coup, avec le short de l'OGC Nice, malgré son nouveau maillot. Messieurs, Calvin Stengs devait partir, c'était inéluctable, notamment entre ses performances de la saison dernière et surtout celles de ce début de saison. Qu'est-ce que vous pensez de la destination ? Est-ce que vous pensez qu'un prêt sans option d'achat, au final, c'est une bonne solution pour toutes les parties ? Moi, je pense que oui, c'est la meilleure solution. Je pense que le short, en fait, c'était pour montrer qu'il n'y a pas d'option d'achat, pour être sûr. Ouais. Mais, Pas mal. mais non, mais en fait, ouais, non, non, moi je pense que c'est la bonne solution et on va retrouver un championnat. Bon, on va dire de niveau similaire aux Pays-Bas, même si je pense que les Pays-Bas c'est quand même un peu plus élevé. Mais je pense que c'est bien pour se relancer. Il va dans une des deux, trois meilleures équipes de Belgique ces dernières années, donc je pense que c'est bien pour lui. Je pense que clairement le but du club c'est de soit le relancer pour qu'il revienne en pleine forme, soit en fait qu'il ait du temps de jeu pour se faire remarquer en Europe. Donc je pense que c'est la bonne solution pour nous, en tout cas, parce que de toute façon, il était un petit peu en échec chez nous. Donc en tout cas, ce prêt est une bonne chose après avoir la répartition du salaire. Mais en tout cas, je pense que c'est une bonne chose. Alric, le Royal Antwerp, c'est 5 matchs, 5 victoires cette saison, donc probablement un candidat aux places européennes. Ça va peut-être lui apprendre aussi à jouer à haut niveau avec une concurrence, vu les dernières arrivées au mercato, qui sera forcément moindre et qui lui permettra de gratter du temps de jeu, comme le disait Jérémy. Oui, oui, oui. Et puis comme le disait Jérémy, justement, c'était la meilleure solution pour toutes les parties. Après, j'ai peut-être la naïveté de penser que comme c'est sans option d'achat, il reste peut-être un espoir pour qu'il ait un semblant d'aventure à l'OGC Nice la saison prochaine. Tout dépendra aussi de notre saison, un petit peu comment ça va se passer. Donc c'est une bonne chose et puis je lui souhaite une bonne saison. Bon, on suivra en tout cas un peu les performances de Calvin Stengs tout au long de la saison du côté de la Belgique, en espérant qu'il puisse effectivement enchaîner les matchs et enfin prendre un peu, disons, la mesure de son talent, parce on se doute quand même que derrière beaucoup de nonchalance ces derniers temps, il y a quand même malgré tout un peu de talent. Un autre joueur qui pourrait plutôt correspondre à cette description, c'est Alexis Claude Maurice, bon, qui nous a quand même qui a participé à la qualification européenne de l'OGC Nice avec ce but lors du barrage retour. Il part également en prêt sans option d'achat. Cette fois, c'est du côté de Lens, donc un concurrent à l'Europe. Je pense qu'on peut peut-être dire ça, même si le club n'a pas le même standing que l'OGC Nice aujourd'hui, mais vu les résultats de ces dernières saisons, je pense que Lens est un candidat très sérieux à la qualification en Europa League ou tout du moins en Conference League. Une équipe joueuse, donc c'est peut-être aussi l'équipe idéale pour que Alexis Claude Maurice puisse enchaîner les matchs et essayer de confirmer ce qu'il avait montré en Ligue 2 du côté de Lorient, qui avait fait que l'OGC Nice avait déboursé près de 15 millions d'euros pour s'attacher ses services. Il semblerait que Francaise le connaisse déjà un petit peu. Effectivement, de Euh, Lorient. voilà. Les supporters lensois nous ont interrogés pour savoir un petit peu ce qu'il en était. Bon, on a été, je pense, à peu près tous
tous d'accord pour dire que il y a quelque chose qui se passe chez ce joueur, mais que il n'a pas donné satisfaction. Quelques-unes de mes connaissances du côté de Lens sont persuadées que Francaise pourra arriver à lui redonner des couleurs. Et que je leur souhaite, mais clairement, c'est une déception chez nous. Donc, vu que c'est sans option d'achat, c'est ça aussi. Je crois que c'est ça Exactement. aussi. Il y a peut-être aussi soit une difficulté pour le vendre, et donc on passe par cette première étape, soit on garde l'espoir de pouvoir le réintégrer dans la rotation. Comme Stangs, on verra cette saison, et puis on verra aussi comment évolue l'OGC Nice, parce que peut-être que si on fait une bonne saison, on n'aura peut-être pas envie de reprendre ce type de joueur et de passer à un cran supérieur. En tout cas, c'est un prêt plutôt valorisant. Le RC Lens, quand même, c'est pas un prêt traquenard dans un championnat où il va devoir avoir une adaptation. C'est une équipe, en plus, plutôt joueuse qui correspond bien au profil de Alexis Claude Maurice. On pourrait avoir une bonne surprise, selon toi, Jérémy? Moi, je pense que pour lui, ça peut très bien se passer, parce que comme tu l'as dit, Lens est une équipe qui est joueuse, il connaît Franck Hez. Je pense que c'est totalement le genre d'équipe dans lequel il peut se relancer. Alors, je pense que c'est bien pour nous, bien pour lui, pardon, pas forcément pour nous, étant donné que je considère Lens comme un concurrent très sérieux, étant donné qu'ils ont déjà 13 points. Après, voilà, enfin, je suis plutôt content pour lui. Après, par contre, je trouve que c'est quand même pas une erreur stratégique de la part du club, mais j'aurais pas prêté Claude Maurice à Lens, en tout cas, pas un club concurrent. Mais bon, après, ils ont fait, je pense, comme ils pouvaient, et il a besoin de temps de jeu de toute façon, donc c'est bien C'est pour bien pour lui. un joueur qui avait refusé Metz et un autre club de standing qui m'échappe aujourd'hui lors du dernier mercato d'hiver. Au final, avec sa bonne préparation et quelques apparitions en tout début de saison, il a pu rebondir assez favorablement. Enfin, moi, tu m'aurais dit en tout début de mercato que Claude Maurice se retrouverait à Lens. Je pense que voilà, j'aurais été très content pour lui. Sans transition, messieurs, parce que ça vient de tomber officiellement. Bon, on s'en doutait depuis les photos à l'aéroport hier soir. C'est Casper Dolberg qui part également en prêt, mais cette fois avec option d'achat du côté de Séville, une destination quand même très prestigieuse pour Casper Dolberg compte tenu de ses performances à l'OGC Nice ces derniers mois. Une dernière apparition qui datait de la finale de la Coupe de France quand même. Ça fait un petit moment. Des soucis de blessure, on le sait, de contre-performance de manière générale de toute façon ces dernières saisons. Se retrouve à Séville, pour lui, c'est un peu une surprise. Le prêt, cette fois-ci, est avec option d'achat. On n'a pas le montant. On suppose que c'est quand même assez coûteux J'avais pour lu 20 à que 25 millions. voilà, après on peut lire plein de choses, mais À en tout cas voir. ce n'est pas communiqué officiellement par Ouais. le club, mais Casper Dolberg qui pourrait être du coup sur le départ définitif de l'OGC Nice en cas de bonne saison. Qu'est-ce que vous pensez de cela, du prêt, de la destination qu'est-ce que ça vous inspire comme mouvement? Moi, ça Ah, me... Vas-y, Alric. vas-y, Jérémy. Merci. Moi, ça me satisfait plutôt parce que je pense que de toute façon, il avait plus forcément l'envie de jouer chez nous. Enfin, moi, c'est un joueur que j'ai toujours beaucoup apprécié jusqu'à l'année dernière et surtout cette finale de Coupe de France où pour moi, il a fait une prestation presque inacceptable. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais pour moi, je pense que c'est une bonne chose pour lui de partir à Séville, à voir s'il arrive à bien se débrouiller dans le championnat espagnol. Là où je suis plutôt content, c'est que c'est quand même un prêt avec option d'achat, et que l'option d'achat, apparemment, d'après ce qu'on a vu, se situe entre 20 et 25 millions. Donc en fait, si l'option d'achat est levée, on arrive quand même à retrouver un petit peu les fonds qu'on avait mis sur Dolberg il y a quelques années, voire peut-être même plus si ça se rapproche des 25 millions. Donc non, de toute façon, moi, je ne faisais pas partie des personnes qui voulaient forcément voir Dolberg sous Lucien Favre, parce que de toute façon, je pense qu'il ne pouvait plus forcément jouer chez nous. Donc je pense que c'est une bonne chose, et j'espère pour lui que ça va bien se passer en tout cas. Pour moi, il y a un petit côté de déception parce que c'est proprement du gâchis, hein, l'aventure de Kasper Dolberg à l'OGC Nice. Mais bien sûr, je ne peux pas dire le contraire, que c'est la meilleure chose pour le club et pour lui, parce qu'il avait certainement peut-être pas l'envie de continuer. Peut-être que les blessures dont on entendait parler ces dernières semaines, elles étaient certainement réelles, mais il y avait un petit peu de diplomatie, je pense, dedans. Voilà, donc en plus, bon, il a quand même la chance d'être dans un club qui a quand même un standing largement supérieur à celui de l'OGC Nice. Donc maintenant, c'est à lui de reprendre sa carrière en main. C'est pas Nul inespéré doute. quand même de te retrouver au FC Séville quand tu as fait les saisons que tu as faites Ah bah si, justement, à l'OGC Nice? justement, j'ai dit, il a la chance Oui, hein. d'être donc c'est une certaine chance pour lui parce que il aurait pu se trouver dans un club un peu moins huppé.
mais voilà, je pense que Séville compte sur lui et je lui souhaite de faire une bonne saison pour éventuellement changer d'air, changer de club définitivement. Voilà, moi, je reste quand même sur une déception parce que c'est un joueur que j'aimais beaucoup et au-delà du fait qu'il soit danois, tu vois, parce que je te sens arriver, Sky. Mais non, non, c'est un joueur que j'aimais beaucoup et j'enrage un petit peu, comme je disais sur Twitter, de pas avoir vu plus souvent le Casper Dolberg de l'Ajax et qui nous était promis quand il est arrivé. Ouais, c'était en plus la première grosse recrue tête de gondole du projet Ineos. C'est une déception et c'est vrai que si on en reste là de son aventure à l'OGC Nice, ça laissera quand même grandement un goût d'inachevé selon moi. Mais bon, je vous rejoins dans le sens où je pense que la situation n'était plus trop tenable pour lui. S'il ne partait pas aujourd'hui, dernier jour du mercato, il aurait voilà, essayé de gratter un peu de temps de jeu pour être présent à la Coupe du Monde et serait parti de toute façon au mercato d'hiver. On va également suivre, surtout que pour lui, il y a quand même un enjeu avec cette levée de l'option d'achat. Parlons des arrivées, du coup, parce qu'après, côté départ, on sait qu'il y a toujours des candidats, que ce soit Lucas Dacunia, Alexis Trouillet, Morgan Schneiderlin, Pablo Rosario, mais pour l'instant, en tout cas à l'heure où on enregistre cette émission, ça ne bouge pas trop. Pour eux, en tout cas, rien de très avancé, même si d'ici 23 heures, c'est peut-être amené à évoluer. Mais parlons des arrivées. Il y en a une qui est officielle, c'est celle du latéral gauche prêté sans option d'achat par Fulham, Joe Bryan, 28 ans. Ce sera du coup le concurrent à Melvin Barr cette saison. Un choix qui est, on va dire, discuté sur les réseaux sociaux, puisqu'il sort de 2-3 saisons extrêmement compliquées entre le manque de temps de jeu, les blessures, Fulham qui fait l'ascenseur, même s'il leur a offert la promotion l'année dernière en première ligue. C'est malgré tout 250 matchs en Angleterre, une grosse majorité en Championship, 26 buts, une trentaine de passes décisives, un profil beaucoup plus offensif que Melvin Barr. De ce côté-là, en tout cas, au moins, ils seront complémentaires. Qu'est-ce que ça vous inspire, sachant que c'était quand même, j'oriente peut-être un peu le débat et la question, excusez-moi, mais c'était quand même une des grosses priorités du mercato, ce poste de latéral gauche, et sans condamner le joueur qu'on ne connaît évidemment pas, c'était pas forcément le standing qu'on attendait pour une recrue à ce poste-là. Moi, je pense déjà que effectivement, ça peut paraître très surprenant. J'en ai vu quelques-uns sur Twitter qui disaient même que c'était scandaleux. Je les rejoins pas sur le terme de scandaleux, mais je rejoins sur l'agacement par rapport à ce poste. On sait depuis le prêt de Jordan Amavi et même depuis quelques années que le poste de latéral gauche est ultra défaillant à l'OGC Nice. Et donc prendre un joueur qui a la majorité de sa carrière en Championship, en prêt surtout, ça peut laisser songeur sur comment dire la réactivité du club par rapport à ce poste au mercato. Après, on peut aussi se dire qu'il y a eu d'autres pistes qui étaient à l'étude et qu'elles ont toutes été refroidies. Donc à un moment donné, tu n'as plus trop le choix. Maintenant, j'avais beaucoup jugé Ramsey, Todibo avant qu'ils arrivent, tu vois, par exemple. Et donc la jurisprudence Todibo, par exemple, me fait dire tais-toi, puis laisse le joueur arriver et on verra bien. Ce que je me dis par contre, c'est que voilà, j'ai un peu interrogé quelques supporters de Fulham. Beaucoup disent que c'est de la merde et beaucoup disent que c'est pas si mal. J'ai interrogé un journaliste spécialiste en Angleterre qui disait il est pas mauvais, mais il a des défaillances défensives. Moi, ça me rappelle le type de latéraux que aime bien Lucien Favre. Parce que il a, dans son système, notamment en 3-5-2, eh bien, il aime bien les latéraux qui prennent la ligne, qui prennent la course vers l'avant et qui proposent des solutions dans la surface de réparation, notamment par des centres. Il paraît qu'il a un bon pied gauche, alors j'attends de voir. Je pense que c'est un peu plus adéquat par rapport aux velléités de jeu de Lucien Favre que ce que peut l'être un Melvin Barr qui a quand même beaucoup de mal à apporter offensivement. Moi, alors du coup, sur ce joueur, donc loin, pour moi, loin de moi l'idée de le critiquer pour le moment, parce que bon, on le connaît pas trop. J'ai juste vu un petit peu l'année dernière, il a joué une vingtaine de matchs, toutes compétitions confondues, et comme a dit Elric, il a un profil assez offensif en fait. Donc je pense que ça correspond déjà en termes de profil à ce que recherche Lucien Favre. Et après, je pense que le passage hier en 3-5-2 et son arrivée n'est pas, comment dire, c'est pas une coïncidence. Donc à voir. En tout cas, je suis déjà content qu'on se soit renforcé à ce poste-là, enfin, parce que ça commençait à être dur. Donc au moins numériquement, on a un joueur déjà à ce poste-là.
Après, voilà, moi, la seule chose qui me dérange un petit peu, c'est que comme tu l'as dit, Sky, c'était un des postes prioritaires en fait de ce mercato. On le savait depuis des mois. Et le fait de se retrouver en fait à 2 jours de la fin du mercato et de signer un joueur en prêt sans option d'achat, un joueur qu'on connaît pas du tout comme ça, c'est vrai que tu te dis bon bah c'est un petit peu dommage et on n'a peut-être pas forcément bien négocié ce poste-là. Quand tu vois les sommes Après, que tu as mises sur d'autres postes, hein, des voilà, ouais. 10-15 millions au milieu en défense centrale, 22 millions sur un Sofiane Diop, tu te dis que tu as du mal à comprendre que tu pas mis 10 millions, même si c'est pas qu'une question d'argent, mais voilà, tu avais des solutions si ce poste-là était vraiment ta priorité. Après, ouais, je pense qu'un choix a été fait en fait sur les dernières arrivées. On a investi beaucoup avec les arrivées de Diop, bientôt Gaëtan Laborde. Je pense qu'en fait, il y a eu un choix qui a été fait sur les investissements et que sur ce poste-là, on a essayé de faire un prêt pour justement limiter les investissements et justement mettre plutôt ces investissements-là sur des joueurs plus offensifs comme Diop ou Laborde. Donc à voir. Mais bon, en tout cas, on va lui laisser sa chance et bienvenue à lui. Tu parlais de Gaëtan Laborde, du coup, ce n'est pas officiel, encore une fois, quand vous écouterez cette émission et peut-être en cours de l'enregistrement, on aura la notice puisque tout est Je calé. regarde justement, je Bon. suis de temps en temps à Ouais, voir le si. téléphone n'est pas loin, ne t'inquiète, ne t'inquiète pas, on aura la notification si c'est officiel, mais il n'y a pas de doute, Gaëtan Laborde va rejoindre l'OGC Nice dans la journée. Son agent est sur place, il a montré voilà, sur Instagram qu'il était là pour conclure cette signature, faire la présentation. Andy Delors a indiqué sur les antennes de RMC, je crois, qu'il était le plus heureux du monde de retrouver Gaëtan Laborde dans le même club. Ça lui fera peut-être du bien, mais on en parlera après quand on débriefera la rencontre face à Lille. Une opération qui apparemment se ferait autour de 10 millions d'euros, ce qui est étonnamment peu par rapport aux chiffres qu'on a avancés jusque-là, qui étaient davantage de l'ordre de 20 millions d'euros. Un joueur voilà, qui avait été acheté 15 millions par le Stade Rennais, qui a prolongé l'année dernière, qui avait encore 3 ans de contrat. C'est une superbe opération, même si on n'a pas les détails contractuels forcément. Dans le sens inverse, Amine Gouiri s'en va pour une somme comprise entre 28 et 30 millions. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer la soustraction, mais au final, tu t'en sors avec Laborde, quasiment 20 millions d'euros contre Amine Gouiri. Est-ce que pour vous, c'est une bonne opération, une mauvaise opération? Et encore une fois, j'oriente un peu le débat. Est-ce que c'est un braquage à l'instant T? Pour moi, c'est une bonne opération. Alors, bon, au début, quand on avait vu Laborde 20 millions, Gouiri 25, j'étais bon, c'est pas génial. Mais après, franchement, hier soir, quand tu vois Laborde 10 millions, comme tu dis, en plus, il a prolongé l'année dernière. Enfin, Laborde 10 millions et Gouiri entre 28 et 30, plus, je crois, 15% Sur la plus-value, sur la effectivement. plus-value. Donc, en fait, ça rattrape ce qu'on va verser à Lyon. Donner à Lyon. Ouais. Donc alors moi je trouve que c'est super bien négocié parce que honnêtement, bah, comme on l'avait dit enfin je l'avais dit dans la précédente émission, sur le sportif, là pour l'instant tu gagnes au change parce que Laborde est un très très bon joueur de Ligue 1. Il a encore mis un très beau but à Lens là dimanche dernier. Non, samedi dernier, pardon. Donc non, c'est un très très bon joueur. En plus, je trouve que financièrement, oui, on s'y retrouve. Après, bon, pour Amine Gouiri, on en avait déjà parlé, mais donc ça m'attriste que ça se finisse comme ça. Enfin, ça se finit sur un carton rouge, c'est un petit peu dommage. Après, je pense que ben comme Dolberg, hein, de toute façon, il avait plus trop la tête, je pense, à jouer chez nous, et il y arrivait plus. Donc il fallait de toute façon qu'un choix soit fait. Il a été fait, et en plus, voilà, on récupère quand même une belle somme pour rattraper nos investissements sur ce mercato et un très bon attaquant de Ligue 1 qui en plus s'entend très bien avec notre attaquant de pointe actuel, Andy Delors. Donc reformer le duo qui avait brillé à Montpellier, je trouve que c'est une très très bonne chose. Ouais. Moi, ce que je retiens quand même, c'est que quand on voit l'ensemble des investissements, j'ai un peu l'impression qu'on essaie de revenir à quelque chose de plus simple, un mercato un peu plus orienté Ligue 1, chose dont on a cruellement manqué ces dernières années, de l'expérience de la Ligue 1. Après, je suis plutôt content de l'arrivée de Gaëtan Laborde, qui est un très bon attaquant. On parle du duo Laborde-Delors, bah, pourquoi pas, effectivement, puisque le 3-5-2 est un système qui est maintenant intégré dans la façon de jouer de Lucien Favre. Après, oui, par rapport à Gouiri, bah, c'est décevant de le voir partir comme ça, et puis surtout d'avoir une somme qui aurait pu être encore plus importante s'il avait fait son aventure jusqu'au bout dans de bonnes conditions. Maintenant, on va pas faire les gourmands. Je pense qu'on s'en sort très bien financièrement sur cette transaction. Est-ce que c'est un braquage? Peut-être, parce que Gaëtan Laborde,
C'est un joueur qui a marqué plus d'une vingtaine de buts l'année dernière avec Rennes, si je dis pas de bêtises, toutes compétitions confondues. Donc voilà, bah, bienvenue à Gaëtan quand il aura signé. Et j'ai beaucoup aimé la réaction d'Andy Delors à la sortie du match quand on lui a dit alors vous êtes content de retrouver Gaëtan Laborde? Et il a regardé le journaliste du Canal+, et il a dit c'est pas fait encore si. J'aurais adoré qu'on lui dise si ça vient d'être officialisé parce que il a l'air de beaucoup l'apprécier et j'ai hâte de les voir tous les deux sur le terrain. On a hâte de voir ça, effectivement, ça devrait dynamiser un peu l'attaque de l'OGC Nice qui est en perte de vitesse. Juste pour conclure sur le mercato, messieurs, après il y a un dernier dossier dont on va vous parler, mais Amine Gouiri, donc c'est dommage que l'histoire se finisse ainsi, mais très rapidement, on aurait peut-être aimé aussi que ça aille dans un autre club que le Stade Rennais, qui est un de nos concurrents directs aux places européennes. Oui, 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 c'est vrai que j'ai oublié de mentionner ça, je voulais le dire. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. Bon, c'est dans un autre cas avec Claude Maurice à Lens, et là on renforce un peu, on renforce quand même bien Rennes avec Amine Gouiri. C'est un petit peu le petit point négatif pour moi, c'est qu'on renforce quand même un de nos concurrents les plus directs cette année. Donc bon, après c'est comme ça de toute façon, c'est fait. Et je pense que de toute façon, on voulait pas forcément garder Amine Gouiri. Après, est-ce qu'il y a eu beaucoup de sollicitations? Peut-être pas On à sait cette pas trop, voilà, hauteur-là, et en c'est plus, ça. ça, c'est ce qui te permet de faire venir Gaëtan Laborde de l'autre, C'est ça. dans l'autre sens. Rapidement, parce qu'on a quand même le match après à évoquer. Qu'attendre de cette journée? On sait que l'OGC Nice est à la recherche encore d'un défenseur central. C'était peut-être même deux idéalement, mais ça va être compliqué suite notamment à la porte qui se referme pour Sinali Diomandé, le défenseur central de Lyon, qui d'après Jean-Pierre River hier sur les ondes de Canal+, ne viendra pas. Un défenseur central toujours espéré, peut-être bien en prêt. On sent aussi que l'OGC Nice financièrement n'a plus forcément les moyens de lâcher une grosse somme sur un joueur. On attend aussi un joueur offensif polyvalent qui ne devrait pas être Francis Amouzou, qui a été bloqué définitivement par Anderlecht. Ça a été annoncé par la presse belge hier. Et surtout, c'est un milieu de terrain que Lucien Favre espère toujours, hein, le fameux numéro 6 avec un peu plus de ballons que les joueurs actuellement dans l'effectif, et on pense notamment à Pablo Rosario. La grosse cote, c'est Thiemoué Bakayoko, l'ancien monégasque, l'ancien milanais, propriété de Chelsea. Le joueur résilierait son contrat en accord avec son club propriétaire en cas d'accord avec l'OGC Nice. A priori, lui est partant pour venir. Il a accepté de baisser lourdement son salaire pour pouvoir rentrer dans la grille salariale de l'OGC Nice. Reste maintenant à l'OGC Nice à donner son feu vert et à paraffer le contrat. Voilà, peut-être que encore une fois, d'ici la fin de l'émission, il y aura du nouveau là-dessus. Mais en tout cas, c'est un peu la grosse cote niveau milieu de terrain, même si on sait que peut y avoir un joueur qui pop au dernier moment. A priori, Joe Bryan, on n'avait pas entendu parler dans les 48 heures avant sa signature à peine. Donc, bon, on n'est pas à l'abri d'une surprise. On conclut peut-être sur le mercato, messieurs, en 2 minutes. Est-ce que vous pensez que les 3 postes que j'ai cités, ce sont les priorités aujourd'hui pour l'OGC Nice? Si vous deviez en faire qu'un ou deux, quelles seraient pour vous les top priorités? Et est-ce que Bakayoko, pour vous, ça semble être une bonne idée, surtout si d'aventure il arrivait libre? Si Bakayoko c'est celui qui a été champion avec Monaco, je prends tous les jours. Si c'est celui qui a eu du mal dans les clubs un peu plus épais européens, où ça a été très difficile, où on parlait, il me semble aussi de problèmes un peu extrasportifs, pas dans le sens où c'était un joueur qui causait des problèmes, mais voilà, un joueur pas toujours axé sur le terrain. Bof, voilà. Mais bon, après, ça reste un très bon joueur pour la Ligue 1 et pour nous, pourquoi pas. Après, quel poste je ferai en priorité? Honnêtement, j'aurais bien aimé qu'on remplace le départ de Danny Luc en défense centrale avec un défenseur central, même si c'est en prêt. Là, honnêtement, avec le mercato, je sais plus du tout où on en est. Ça devient très flou et très peu lisible pour moi. Donc maintenant, je laisse faire Jean-Pierre Rivière qui a l'air parfaitement de savoir où il va. Et la bonne nouvelle, Alric, c'est que tu n'as que quelques heures à tenir. Encore, Voilà. Jérémy.
Alors moi sur Timo Bakayoko, c'est un oui parce qu'en plus il arriverait quand même libre et ça reste quand même un très très bon joueur. Alors c'est vrai qu'il a été plus en difficulté les dernières saisons, mais il jouait quand même à Chelsea et au Milan AC. Alors l'année dernière, il a quand même, je crois qu'il a disputé aussi une vingtaine de matchs. Il n'était pas titulaire indiscutable au Milan AC, mais il a quand même été très utile dans une équipe qui a été championne d'Italie quand même. Donc moi je prends parce qu'en plus il a une grosse expérience. Un gros volume de jeu quand même, il est très très puissant. Donc moi je pense que moi je prendrais en tout cas, je pense que ce serait une très très bonne recrue et un très bon coup. Après sur le mercato, pour moi la priorité ce serait un défenseur central. En plus si on est amené à jouer plus souvent en 3-5-2 comme hier soir, mais en fait hier soir on avait nos trois titulaires, hein, nos trois défenseurs centraux qui jouaient. Et après sur le banc on avait que Anis Naounou et le jeune Antoine Mendy qui peuvent jouer à ces postes-là. Donc moi, je recruterais un défenseur central parce que je pense que le 3-5-2 est une très bonne option. Bon, on y reviendra après, mais c'est une très bonne option. Donc je recruterais un défenseur central en priorité, étant donné que bon, en attaque, si tu as déjà Delors, Laborde, Nicolas Pepe, Diop, Brahimi, je pense que c'est déjà même Ilié. Enfin, je pense que c'est voilà, on est pourvu offensivement, je pense. Donc voilà, moi la priorité ce serait vraiment ce poste de défenseur central. Voilà. On va voir si ça arrive dans la journée. En tout cas, le club travaille pour, même si forcément, dans les dernières heures, le nombre d'opportunités s'amenuise. D'autres secrets. On verra bien ce qu'il arrivera dans la journée d'ici 23 heures. Passons au match, messieurs, si vous le voulez bien. Et Jérémy, tu as commencé un peu à en parler. La principale nouveauté, principal enseignement de ce match, c'est le passage au 3-5-2, donc avec Mattia Vitti qui a été une nouvelle fois titularisé après le match contre Marseille. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce changement de système? Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que c'est imposé par les formes, les absents et en attente de la validation, enfin de la qualification des différentes recrues? Et petit à petit, on va aller voilà, sur le déroulé du match et sur ce qui a mené l'OGC Nice à gagner 2-1 au stade Pierre-Mauroy hier soir. Je pense que c'est en adéquation avec le discours de Lucien Favre sur certains joueurs et sur le fait qu'il a déjà fait ce système par le passé. J'ai bien aimé moi ce passage à 3 parce que j'ai eu l'impression que tout le monde était un peu à sa place. J'ai notamment bien aimé, on en parlera plus longuement, mais j'ai bien aimé le match de Mattia Vitti hier soir. J'ai trouvé Dante un peu plus à l'aise. Bon, Todibo, on le connaît, donc il a fait un bon match. Et devant, même si je regrette le manque de le manque de prise de risque pour trouver nos offensifs, notamment Nicolas Pepe. Je trouve que ça pouvait être quelque chose d'intéressant pour le futur. Bon, ça a été un match très très compliqué, donc il y a pas grand chose pour moi, il y a pas grand chose à dire de ce match, si ce n'est qu'on a beaucoup subi, bien défendu, mais on a été très pauvre offensivement, même si les pénaltys, comme j'ai pu le lire hier soir, faut aller les chercher. Voilà, c'était un peu bizarre comme match hier soir. Moi, je suis plutôt. Alors, la première chose, c'est que je suis satisfait de ce changement de Lucien Favre, parce qu'à mon avis, en fait, il s'est dit avant d'essayer de jouer en 4-3-3, en 4-2-3-1, en faisant du jeu, en fait, on va revenir aux bases, c'est-à-dire être solide défensivement et pour reprendre la confiance, avoir un jeu simple et efficace. Et c'est ce qu'on a plutôt réussi à faire, surtout en première mi-temps, à mon sens. On a eu notamment, bon, je trouve qu'on a été plutôt solide défensivement avec bon, une très bonne défense et un très bon Mattia Vitti. Moi, je suis très content de son match. Alors, il a eu cette petite glissade à un moment donné, mais je trouve que pour un joueur qui vient d'arriver, qui a joué il y a 3 jours contre Marseille, faire le match qu'il a fait hier soir, c'était vraiment pas mal du tout. Il a l'air très serein, très bon à la relance, bon de la tête aussi. Donc, j'ai l'impression que c'est quand même une très très bonne pioche ce joueur et je suis vraiment content qu'il soit là. Je Il trouve a en que tout cas notre première montré mi-temps, plus de sérénité qu'un Robson Bambou oui, en 2 saisons. Hein. Donc voilà, ah oui, oui, blague à part, heureusement. moi ce qui m'a vraiment plu, c'est cette sérénité, cette propreté. Je ne sais pas si c'est Ouais. le bon terme, mais je pense qu'on vous verrez de ce dont je veux parler. Toujours été très calme, très posé, très propre. C'est effectivement peut-être une bonne pioche qui est amenée à remplacer progressivement Dante. Ouais, je pense, enfin en tout cas, je pense que la défense à 3 aussi est une très bonne idée parce que Dante joue vraiment
en libéraux en fait entre ces deux défenseurs et fait moins d'efforts. Donc je pense que c'est aussi une bonne idée dans ce sens-là. Après, moi, j'ai beaucoup aimé le placement de Nicolas Pepe parce qu'en fait, il accompagne Andy Delors qui a besoin d'avoir un joueur proche de lui. Et en plus, il peut beaucoup dézonner sur les ailes, ce qu'il a très bien fait hier, je trouve. Pour moi, c'est clairement hier peut-être le meilleur joueur de notre côté parce que je pense que le second penalty, si c'est un autre joueur que Nicolas Pepe, personne n'arrive avant le gardien sur le ballon. Donc je pense que enfin, il a vraiment fait un très très bon match. Après, voilà, moi, les deux petits bémols, en fait, c'est qu'en seconde mi-temps, pour moi, on a beaucoup trop subi. On n'arrivait pas à garder le ballon. Et je pense que des fois, on aurait quand même pu essayer d'en plus le garder pour être moins en difficulté. Et j'avoue que je comprends pas trop ces non-changements, en fait, en fin de match, parce qu'on avait quand même des joueurs qui étaient fatigués. Ben, typiquement, j'aurais bien aimé voir BKBK un peu plus tôt dans le match, surtout qu'on avait Aaron Ramsey qui pour moi a encore fait un très bon match et il est vraiment très très utile dans l'équipe, qui était fatigué déjà vers la 65e, 70e minute de jeu. Étant donné qu'on joue dans Mais 3 qui a pas jours rechigné contre à faire les Monaco, efforts, par contre, oui. hein. Ah oui, Ça ça a été non, impressionnant. pour moi Aaron Ramsey, c'est quand il est sur le terrain, clairement on est meilleur. Donc, euh, donc voilà, enfin il est très très utile. Après voilà, étant donné qu'on joue dimanche contre Monaco, j'aurais peut-être essayé de faire tourner à 2-3 postes. Alors c'est vrai qu'on avait un banc très très jeune, mais pour moi, faire entrer Alexis Beka, Rare Chile ou Bilal Brahimi plutôt, ça aurait pas été ça aurait pas été non plus bizarre. Là, il a fallu attendre que ce soit Andy Delors qui dise qu'il en pouvait plus et pour faire entrer Bilal Brahimi et Alexis Beka qui rentre pour 30 secondes. Donc bon, c'est le seul. Bon, il doit y avoir des explications, mais c'est vrai que je suis resté un petit peu perplexe face à ça. Elle est curieuse l'utilisation de BKBK quand même Oui, sur ces dernières semaines, en tout cas depuis son arrivée à l'OGC Nice. oui, je trouve, en Ouais, tout cas, ben, ouais. typiquement, il était sorti à la 55e minute contre Marseille. J'avais trouvé ça bizarre, mais moi je m'étais dit que c'était pour le faire souffler, vu que le match était certainement, malheureusement, perdu. Moi je m'étais dit, il va faire souffler BKBK et il le fera jouer à la place de Rosario contre Lille, moi je pensais. Et en fait, non. Lucien Favre doit avoir ses raisons, hein, c'est lui qui connaît ses joueurs. Mais c'est vrai moi je me suis posé la question hier soir, oui. Pour un joueur que tu as payé 12 millions, À ouais. voir dimanche, du coup, son utilisation. Alric, pour revenir sur ne serait-ce que le 11 de départ, au final, pas trop de surprises par rapport aux joueurs qui étaient disponibles. Revenons peut-être sur un joueur qui a fait un peu débat ces dernières semaines et notamment dimanche au sein de notre communauté, c'est Kasper Schmeichel. Toujours pas de clean sheet, en tout cas pas en championnat. Par contre, enfin, difficile de le juger fautif sur ce but un peu casquette qu'il prend avec cette déviation de Jean-Claire Todibo. Bah, pour moi, il est sur le ballon au départ et après, la déviation change radicalement, enfin radicalement change pas mal la trajectoire du ballon. Donc forcément, bah, il peut pas s'étendre de trop, donc il n'y arrive pas à la récupérer. Donc bah, c'est sûr que c'est embêtant de prendre encore le premier but. Ça arrive trop souvent. On court très souvent derrière le score depuis le début de la saison et donc ça devient pénible même mentalement. Après, je l'ai trouvé plutôt rassurant dans le reste de son match. J'adore son jeu au pied. C'est vraiment le premier relanceur et c'est appréciable d'avoir un gardien qui sait quoi faire quand il dégage. Il n'y a pas un dégagement qui passe à côté ou qui est au petit bonheur à la chance, comme souvent on peut le voir chez un gardien. Et après, moi, j'ai découvert son nouveau, enfin son tic qui me fait beaucoup rire, même si je l'aime beaucoup, c'est que on dirait qu'il a le compas dans l'œil. Parce que aux trois quarts des frappes adverses, il lève les bras, il dit t'inquiète, c'est bon, ça passe à côté. Alors, c'est marrant quand ça passe largement à côté et que tu te dis bon, c'est bon, il l'a vu. C'est moins marrant quand ça passe très peu à côté et que tu vois qu'il manque de réaction. Voilà. Donc, mais moi, je veux pas le rendre fautif sur l'ensemble des buts qu'on a pris depuis le début de la saison et je trouve que souvent il y a des erreurs qui sont faites avant défensivement. Il n'est pas exempt de tout reproche non plus, attention. Après, on va dire que je fais du favoritisme, mais non, pas du tout. Mais maintenant, voilà, il est pas catastrophique comme j'ai pu le lire plusieurs fois, notamment hier soir. Jérémy, sur la rencontre, au-delà de ce but qu'on ne peut pas lui incriminer, il a quand même été précieux des sorties, le jeu au pied qui était quand même qui est toujours sa principale qualité depuis le début de saison.
Est-ce que c'est un peu rassurant selon toi cette prestation? Est-ce que tu penses que voilà, Kasper Schmeichel a fait tout simplement un bon match, voire peut-être son meilleur match sous nos couleurs avec le match contre Strasbourg? Oui, alors pour moi, hier, j'avais été très très dur envers lui suite au match contre Marseille, mais je trouve qu'hier, il a fait son match. Bon, sur la frappe, il peut pas faire grand-chose, hein, honnêtement. Enfin, c'est compliqué de reprendre ses appuis en si peu de temps. Il était sur le ballon et c'est vrai que la déviation est un peu malheureuse, mais pour moi, le but n'est pas pour lui en tout cas. Non, hier, il a fait plutôt un bon match, je trouve. Il a quand même été rassurant. Et c'est vrai que son jeu au pied pardon, est très très impressionnant. Franchement, il est vraiment très technique, je trouve, pour un gardien. C'est assez incroyable. Donc, non, non, hier, il a fait plutôt un bon match. Mais justement, moi, sur le premier but, j'incrimine plutôt, encore une fois, le manque de pressing défensif. D'agressivité C'est défensive, voilà, ouais. c'est un peu le même but qu'on prend sur le 2-0 contre Marseille. Je trouve que en fait, nous, on défend toujours à 3 mètres de nos adversaires directs. Je comprends pas trop pourquoi. Typiquement, nos latéraux défendent très très loin de leur adversaire direct généralement. En seconde mi-temps hier, je me suis arraché 2-3 fois les cheveux avec ça. Je comprenais pas trop. Donc ça doit être une consigne, hein, encore une fois, mais je trouve ça bizarre. Et c'est vrai que là, ça nous coûte quand même encore une fois un but sur une frappe lointaine. Bon, cette fois, c'est plutôt un manque de chance, je trouve, mais voilà, en tout cas, pour en revenir à Schmeichel, non, non, hier, son match. Je trouve qu'il s'est montré rassurant, mis à part dans les airs, parce que honnêtement, il y a plusieurs fois où il n'est pas sorti et ça aurait été bien qu'il sorte, je pense. Il est un peu resté collé à sa ligne, mais en tout cas, sinon, moi, je trouve qu'il a fait son match. Il a fait une sortie au point. J'ai cru qu'il allait défoncer là, la tête Oui, Je pense qu'on voit du tous laquelle. défenseur. Voilà. Mais au final, il a fait une bonne sortie au point Mmh. parce que il a fait ce qu'on demande à un gardien, c'est sortir le ballon de l'axe. Et souvent, on avait Benitez quand il faisait des rares sorties, il remettait toujours le ballon dans l'axe. Donc bon, bon match de sa part. Il y a encore des choses à améliorer. On va passer, du coup, de l'autre côté du terrain. On va parler des 2 buteurs. Des buts certes sur penalty, mais 2 prestations extrêmement différentes pour, Nicolas Pepe et Andy Delort. Alric, tu commençais un peu à parler de Nicolas Pepe, un joueur extrêmement remuant, buteur dans son ancien jardin, un penalty qu'il va lui-même chercher, hein, très clairement avec un autre joueur, ce ne serait probablement pas la même issue. Il va vraiment provoquer la sortie hasardeuse du gardien. Il passe devant le défenseur qui se fait enrhumer sur l'accélération. Euh, voilà, un bon match de Nicolas Pepe. On a envie de revoir davantage ce joueur qui avait déjà un des rares à sauver du naufrage face à l'Olympique de Marseille. A contrario, Andy Delors, ça devient de plus en plus compliqué. Il a pris ses responsabilités sur le premier penalty, mais à part cela, dans le contenu, c'est vraiment inquiétant. De quoi espérer peut-être que l'arrivée de Gaëtan Laborde ressuscite le meilleur buteur niçois de la saison passée. En ce qui concerne Nicolas Pepe, oui, c'est un joueur qui est remuant, c'est un joueur qui propose des solutions, mais c'est un joueur qui pour l'instant n'est pas compris par ses coéquipiers parce que bon nombre de fois, il tentait des appels en profondeur pour justement amener le ballon un peu dans la surface adverse et qu'on soit moins étouffé par cette équipe lilloise. Et plusieurs fois, on voit que c'est une question d'automatisme, hein, parce que plusieurs fois, il a râlé parce que ses partenaires ne lui donnaient pas le ballon en profondeur. Et c'est exactement ce que je disais hier et encore tout à l'heure, c'est le manque de prise de risque offensivement. Et peut-être aussi un problème. Alors, le CFA ne veut pas entendre parler de ça parce qu'il trouve ça insultant, mais oh là, le manque d'intelligence de jeu. Plusieurs fois, en plus, on a des joueurs qui savent le faire. Hop, un petit ballon par-dessus la défense pour trouver ton attaquant. Alors, je veux bien que des fois, il redescende trop bas. C'est vrai, ça empêche le bloc de remonter. Mais clairement, il y a plusieurs fois où il aurait pu faire la différence sur son côté ou dans l'axe en profondeur. Et il n'a pas été trouvé. Mais bon, il propose des solutions, donc c'est toujours intéressant. Et puis, il marque un penalty, c'est bon pour la confiance. Après, par rapport à Andy Delors, en fait, j'ai l'impression que comme l'équipe est coupée en deux, parce qu'on n'a pas de créateur, bah, il n'y a aucun relais avec lui et voilà, quand on lui donne le ballon, c'est un peu à l'arrache et vu qu'il traîne une caravane aux fesses, c'est compliqué pour lui de faire des différences à la course. Heureusement, il y a ce penalty qui lui donne un peu confiance, mais c'est dire si dans le jeu c'est compliqué quoi. Il a deux buts sur penalty. Pour l'instant, ouais, j'ai hâte de voir un petit peu comment on va utiliser Gaëtan Laborde parce que
parce que ça devient compliqué pour Andy Delors, même s'il a pas fait un mauvais match non plus. Je trouve qu'il a essayé de se battre avec ses qualités, mais offensivement, c'était pas fameux hier. Moi, ouais, Nicolas Pepe, j'ai aimé son match. Après, je pense que ça manque d'automatisme, comme disait Elric. Mais bon, il est arrivé la semaine dernière, donc je pense que les automatismes avec ses coéquipiers vont se créer assez rapidement. Moi, je trouve qu'il fait vraiment beaucoup de bien. Déjà contre Marseille, on avait vu qu'il pouvait apporter. Il a confirmé hier où vraiment il a vraiment une capacité. Bon, on sait qu'il est très rapide, mais il est même, je trouve, très costaud physiquement aussi. Il a gagné plusieurs ballons, surtout en début de match. Je l'ai trouvé vraiment en jambes en plus. Moi, j'ai beaucoup aimé son match. Je pense que c'est vraiment, bon, c'est une très très bonne recrue. Il va nous faire vraiment beaucoup de bien. En plus, je trouve que justement, il est assez polyvalent. Et en première mi-temps, je trouvais que les 4 avec Andy Delors devant, c'était une bonne idée. Parce que je trouve qu'Andy Delors en première mi-temps, ça allait. Ça va me permettre de faire le lien sur Andy Delors. Moi, c'est plutôt la seconde mi-temps qui m'a un petit peu dérangé. Parce que justement, on subissait beaucoup. Et le problème, c'est que dans ces cas-là, ce qui est important, c'est quand tu ressors d'avoir justement tes offensifs qui arrivent à garder le ballon pour faire remonter le bloc. Andy Delors, je crois qu'il a réussi deux, trois fois en fait en fin de match quand Lille resserrait un petit peu les taux, on va dire. Mais sinon, en fait, il arrivait tout le temps en retard sur les joueurs lillois. Il perdait à chaque fois tous ses ballons. Il gagnait pas un ballon. Je le trouve vraiment dedans physiquement, surtout. Je sais pas, je comprends pas trop. Mais déjà contre Marseille, c'était compliqué. Il était souvent un peu par terre. Il réclamait des fautes alors qu'il n'y avait pas grand-chose. Ouais, je le trouve un petit peu en dedans, même techniquement. Bon, on sait que c'est pas non plus son point fort, mais typiquement hier soir, à un moment donné, on arrive à aller dans le camp lillois en seconde mi-temps. Il a le temps de centrer et il fait un espèce de centre tendu, mais sur le gardien directement, quoi, là où il y a personne. Donc je sais pas trop. Il manque un peu d'instinct, ce qui est son point fort pour moi, je trouve. Il a l'air de beaucoup réfléchir et d'être en dedans physiquement. Donc moi, par contre, je Après, veux un total. pour sa défense, on a beaucoup trop subi en seconde mi-temps. Oui, Et oui, le bloc était trop bas. Il y a personne qui accompagnait. Et typiquement, tu avais trois, voire peut-être maximum quatre joueurs en phase offensive, ce qui est trop peu quand tu es face à un bloc bien placé. Et un mec comme Andy Delors, lui, il a besoin d'un vrai relais pour lui après se positionner, parce que lui, pour le coup, il sait proposer des solutions. Le problème, c'est que quand tu es trop coupé en deux et que tu n'as pas de créateur pur qui fait le lien entre ta défense, ton milieu, enfin entre oui ta défense et ton attaque, tu as du mal. Et typiquement, c'est absolument pas un joueur qui joue sur sa vitesse. Donc c'est un peu ingrat comme rôle qu'il a en ce moment. Ah, même si je t'accorde qu'il est physiquement peut-être pas au top. Et on espère que l'arrivée de Gaëtan Laborde, avec qui il a connu quand même ses meilleures années du côté de Montpellier, voilà, redonnera des couleurs à notre attaquant qui nous a quand même voilà, gratifié de 18 buts en Ligue 1 la saison dernière, malgré, on se souvient, un début de saison qui avait été un peu délicat. Hein. Il était quand même troisième dans la hiérarchie Oui, puis il à était ce arrivé à la moment-là. cinquième journée, je crois. Voilà, Il était arrivé à la cinquième ou sixième journée. il Donc est arrivé en toute fin de mercato. Ses concurrents d'alors sont désormais partis, hein, que ce soit Minguiri ou Casper Dolberg. Aujourd'hui, c'est lui le numéro 1 de l'attaque, même s'il va avoir une autre concurrence avec tous les joueurs qu'on a pu citer, Laborde, Pépé, Diop, voilà, qui peuvent éventuellement dépanner ou tourner à ce poste-là, en attendant de voir la fin du mercato. Mais pour terminer cette émission et pour terminer sur le match, messieurs, je vous propose l'exercice que vous connaissez par cœur désormais. Est-ce qu'il y a un un joueur, quiz. un action non, non, je sais que tu triches en plus au quiz. On embrasse notre ami Pancho pour l'occasion, mais un joueur, un fait de jeu, quelque chose au sujet de ce match que vous voulez particulièrement souligner et apporter à cette émission. Moi, je dirais Aaron Ramsey, parce que je trouve que à chaque fois qu'il est sur le terrain, alors sans qu'on soit flamboyant non plus, hein, je trouve qu'on est largement meilleur. Il fait beaucoup de travail de l'ombre, il bouge énormément, il a vraiment comment dire, il a un très gros repli défensif, il apporte beaucoup aussi offensivement. Il a un gros coffre. Moi, je l'attendais pas comme ça dès le début de saison. Enfin, j'attendais pas qu'il joue autant, en tout cas. Non, avec Alric, non, Voilà. on n'est même pas du tout. Hein. Voilà, non, non, mais Très je trouve que vraiment il fait un bon début de saison. Il est vraiment très très utile Et il est à décisif notre en plus. effectif. Voilà, il est décisif. Même moi, bon, au début, j'avais dit que ça restait un très grand joueur, mais j'étais pas forcément pour son arrivée au vu de ses blessures. Mais honnêtement, mea culpa parce qu'il fait
Moi, j'aime beaucoup le joueur, en tout cas. Il Mmh. apporte beaucoup d'expérience. Ça nous manquait vraiment, il nous manquait ce genre de joueur. Je suis pas loin d'acheter un maillot Floquet Ramsey, je vous l'avoue. Tant que c'est pas celui qui est Mais violet voilà. orange, tu as tous les droits. Voilà. Mais non, en tout cas, moi, j'aime beaucoup son apport. Je trouve qu'il est très très utile. Et en tout cas, je suis ravi qu'il soit avec nous. Ouais, moi je vais faire. On a déjà commencé, mais je vais rebondir un petit peu sur ce qu'on disait en début d'émission. Mattia Vitti, deuxième titularisation, un très jeune joueur, qu'une vingtaine de matchs en pro, et déjà une certaine, pas maturité, mais une certaine sérénité en défense. J'ai l'impression que défense à 3, ça lui parle. Il a montré des qualités dans le placement, une certaine sérénité. Je lisais un truc qui correspond un peu à ça hier. C'est une fois ou deux, il a un peu merdé, mais il était pas, comment dirais-je, il a quand même montré qu'il avait compris qu'il avait merdé et tout de suite il se replaçait, il se remettait dans le bon tempo. Moi, j'ai hâte vraiment de le voir évoluer, pas en tant que titulaire indiscutable, mais presque. Parce que c'est vraiment une belle trouvaille ce joueur. Ça demande encore confirmation, on va pas s'emballer, mais pour un début, moi je suis assez content. Bon, écoutez, il y aurait plein d'autres choses à dire, hein, mais on va pas Tu veux souligner pas parler de Melvin Barr? l'énorme match. Très bien, je vais parler de Melvin Barr. Melvin Barr, bon, très clairement, un match où il a été en difficulté défensivement, mais après, d'un autre côté aussi, je trouve qu'il a été relativement intéressant dans le contre-pressing, dans la remontée de ballon. C'est comme d'habitude limité, mais en même temps, c'est aussi peut-être l'un des joueurs de champ qui enchaîne le plus de minutes et de matchs sans possibilité d'être réellement remplacé. Bon, avec l'arrivée de Joe Bryan, ça devrait aller mieux de ce côté-là, mais bon, bizarrement, Lucien Favre ne lui préfère pas Lotomba à ce poste-là. C'est bien que malgré tout, il est le numéro 1 pour l'instant dans la hiérarchie. Maintenant, c'est clair que par rapport au système de jeu, au jeu voulu par Lucien Favre et de surcroît dans un 3-5-2, un profil plus offensif et un profil qui sait centrer, je pense que ça s'impose et on va voir si Joe Bryan Moi, peut être j'avais une question par rapport à ce ça. joueur-là. J'avais une Dis-moi. question par rapport à ça. Tu parlais de l'enchaînement des matchs. Si je me réfère à ce qu'avait dit Lucien Favre il y a pas longtemps sur le fait qu'il y avait des joueurs qui pouvaient pas enchaîner 3 matchs en une semaine à haute intensité comme ça. Est-ce que vous pensez que le 11 contre Monaco va être beaucoup bouleversé? Je pense notamment au fait que il a déjà joué 2 matchs sur 3, Nicolas Pepe. Est-ce que vous le voyez titulaire au prochain match? Je pense que ça va pas mal tourner. En plus, on va avoir Sofiane Diop, je pense, Gaëtan Laborde, qui a pas joué en plus cette semaine. Je pense qu'il va y avoir pas mal de turnover et du turnover qu'on peut se permettre. Donc à voir. Mais c'est compliqué comme ça de dire à 3 jours du match. On sait que Lucien Favre a assez raison qu'on ne comprend pas toujours. On en parlait tout à Oui, c'est l'heure vrai qu'il avec Alexis certains Beka. mystères. Ouais. Je pense que bon, il y a un turnover obligatoire. C'est peut-être même pas impossible qu'on revienne à une défense à 4. Maintenant, voilà, devant, entre d'éventuelles arrivées qui seraient disponibles, même si pour Sofiane Diop, qui est une petite gêne musculaire, ce n'est pas forcément sûr qu'il soit disponible pour le match face à Monaco. C'est à surveiller dans les prochains jours à l'entraînement, mais tu as, on va dire, abondance de profils au milieu de terrain qui te permettent d'envisager sereinement un turnover. Et voilà, même devant, s'il y a eu des départs, tu peux remettre un Rare Chilier dans ton 11. Maintenant, pour ce qui est spécifiquement de Nicolas Pepe, il n'a pas beaucoup joué en début de saison, même s'il a fait toute la préparation. À Arsenal, tu as quand même l'habitude de l'enchaînement des matchs et à une intensité bien supérieure à celle de la Ligue 1. Moi, ça me choquerait pas qu'il soit encore titulaire. Après, que tu le fasses sortir à l'heure de jeu pour qu'il soit frais face à Cologne, oui. Mais voilà, je pense pas que tu risques de bousiller Nicolas Pepe Non, non, pas de en bousiller, l'alignant mais ce dimanche. Par contre, pour un mec comme Andy Delors, je suis peut-être un peu plus dans le questionnement parce que lui, très clairement, il a fini le match où cramé. il était quoi donc cramé de son propre aveu. Si tu le refais jouer 90 minutes face à Monaco, le mec face à Cologne, il avancera pas. Donc voilà, ça va être le moment Il y où a quand même un problème Lucien va physique dans cette devoir. équipe, hein. Il y a un problème physique parce que tu as beaucoup de joueurs qui, je pense, n'ont pas l'habitude de jouer tous les 3 jours et tu as sur quelques postes, on parlait de Melvin Barr, on parlait d'Andy Delors, tu as quelques postes où tu n'as pas pu faire le turnover que tu voulais parce Ouais. que tu n'avais pas
tu n'avais pas les joueurs pour. Après, avoir aussi à droite, Youssef Attal a encore fait un match très intéressant, en tout cas dans le volume de jeu et dans son apport offensif. C'était peut-être un peu plus compliqué défensivement. Lui, peut-être par contre, si tu veux le garder pour tes échéances européennes, peut-être qu'on reverra Jordan Lotomba dans le 11 ce dimanche. Messieurs, je vous propose de clôturer cette émission ici. On va retourner à nos téléphones et à nos alertes mercato. Petit message à Brice qui nous envoie Voilà, petit message à Brice, Casper qui nous Dolberg. envoie des messages par rapport à Casper Dolberg. On a Voilà. compris, Brice, merci. Mais par contre, Brice, Casper Dolberg sera resté plus longtemps dans cette émission que toi, et ça, tu devrais te poser la question de pourquoi et de comment. Non, et que Morgan Schneiderlin d'ailleurs. Voilà, par contre, c'est Morgan Schneiderlin, le Highlander de cette émission. Il sera resté plus longtemps que Brice et Casper Dolberg. Et ça soulève d'autres questions par rapport à notre mercato. On va suivre ces dernières heures de toute façon en votre compagnie sur les réseaux sociaux. Cette émission, vous l'avez déjà dans les oreilles, donc inutile de vous dire où vous la retrouvez, mais si jamais vous voulez varier les plaisirs, vous avez aussi notre chaîne YouTube, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Amazon Music, plein de plateformes. N'hésitez pas à vous abonner, à nous lâcher un pouce, une bonne note, ça fait toujours plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, ça aussi. C'est vraiment cool et ça nous encourage pour la suite. On revient vers vous très vite pour notre organisation spéciale européenne qu'on est en train de finaliser, qui va être soumise à validation de ces messieurs pour savoir s'ils sont toujours volontaires pour venir parler du gym avec moi. D'ici là, merci beaucoup. Et Issa Nissa. Merci à toi. Issa Nissa.